août 1962, comté de Johnson, Wyoming. Alors que d'autres colons des hautes plaines fortifiaient leurs maisons et ramassaient du bois de chauffage, Vaino Ketola se lançait dans une entreprise si inhabituelle qu'elle incita ses voisins à lui rendre visite, juste pour s'assurer de sa santé mentale. Cet immigrant finlandais de 41 ans creusait directement dans le sol derrière sa cabane, descendant de 8 pieds, renforçant les côtés avec du bois et aménageant un espace de couchage sous la prairie glaciale. Au magasin général, un éleveur fit remarquer à un de ses pairs: « Il creuse sa propre tombe, et il y sera enterré d'ici décembre. » Le secret que Vaino détenait sur la terre non gelée restait un mystère pour tous. Pour découvrir ce qui s'est passé lorsque les températures de janvier ont chuté à moins 47 degrés, alors que Vaino n'avait pas allumé une seule bûche de toute la nuit, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et de partager votre lieu de visionnage dans les commentaires ci-dessous. Vaino Ketola arriva au Wyoming au printemps 1898, rejoignant un afflux ultérieur d'immigrants finlandais attirés par les récits de terres disponibles et de perspectives dans l'Ouest américain. Il était parti de la région d'Ostrobotnie occidentale en Finlande, un endroit où les hivers duraient 7 mois et où la survie dépendait d'un savoir ancestral transmis par des générations qui avaient appris à coexister avec le froid et non à le combattre. En Finlande, Vaino travaillait comme mineur dans les gisements de cuivre près du Outokumpu. Ses années passées sous terre lui avaient appris une vérité rarement comprise par ceux qui vivaient en surface. La terre maintient sa propre température distincte, totalement insensible aux changements de saison en surface. Indépendamment d'un violent blizzard ou d'un été caniculaire en surface, 50 pieds de plus bas, les parois rocheuses maintenaient constamment une température fraîche. Pendant les mois les plus rigoureux, les mineurs trouvaient plus de chaleur en dormant dans des baraquements souterrains sans feu que les villageois en surface, dont les poêles brûlaient ardemment. L'Amérique offrait l'attrait de la terre et de l'autonomie. Cependant, ce qu'elle offrait réellement dans les hautes plaines du nord du Wyoming, c'était un vent incessant, des prairies s'étendant à l'infini et des hivers qui rendaient le froid finlandais presque doux en comparaison. Son 1er janvier dans le comté de Johnson s'avéra presque fatal. Les températures ont chuté à moins 38 degrés, tandis que le vent hurlait sans relâche depuis les montagnes Bighorn, ne rencontrant aucune résistance. Vaino, résidant dans un dortoir commun d'un ranch de bétail, observait les cow-boys consommer du bois de chauffage à un rythme qui aurait horrifié son père. Toute la nuit, le poêle rayonnait d'une lueur rouge, dévorant des bûches en grande quantité. Pourtant, les hommes se réveillaient encore en frissonnant, alors que les flammes se réduisaient en braise. Le vrai problème n'était pas le froid en soi. Vaino avait connu une frigidité bien plus intense dans les mines finlandaises. Le défaut fondamental résidait dans les habitudes de sommeil américaines. Ils construisaient leurs lits au-dessus du sol, enveloppés par l'air glacial à l'intérieur de demeures en bois qui dissipaient la chaleur comme une passoire. Chaque BTU produit par leurs poêles luttait contre des murs qui canalisaient le froid vers l'intérieur et des toits qui laissaient la chaleur se dissiper vers le ciel. Ils se réveillaient à minuit, 2 heures du matin et 4 heures du matin, naviguant dans l'obscurité glaciale pour s'occuper de feux qui étaient finalement impuissants face au froid extérieur illimité. Cependant, Vaino se souvenait des baraquements miniers situés à 8 pieds sous terre. Là, la température restait constante à 52 degrés, indépendamment du temps en surface. Aucun feu n'était nécessaire. Pas de ravitaillement nocturne, juste la chaleur inhérente et constante de la terre, agissant comme un tampon contre le froid mortel en surface. En 1902, Vaino avait accumulé suffisamment de fonds pour acquérir 40 acres de pâturage situés à l'est de Buffalo. La parcelle elle-même était quelconque, une prairie plate avec de l'herbe abondante, un modeste ruisseau pour l'eau et pratiquement pas d'arbres. D'autres colons avaient érigé des cabanes standards sur des parcelles comparables, s'engageant dans la même lutte futile contre l'hiver qui caractérisait l'expérience de chaque pionnier du Wyoming. Vaino, lui aussi, avait l'intention de construire une cabane, mais il prévoyait également d'ériger quelque chose d'entièrement nouveau, un édifice sans précédent dans le comté de Johnson.
William Tanner, son plus proche voisin et éleveur de bétail, avait observé Vaino arpenter méticuleusement sa terre nouvellement acquise avec des cordes et des piquets. Vaino délimitait non seulement les fondations de la cabane, mais aussi un second emplacement à 30 pieds derrière, dans l'intention de créer une cave à légumes. En venant se présenter, Tanner s'enquit de l'endroit marqué. « Une chambre », répondit Vaino, « sous terre, 8 pieds de profondeur, là où le sol conserve sa chaleur. » Tanner le regarda longuement avant d'éclater de rire, non par méchanceté, mais par amusement sincère. « Mon ami, » commença Tanner, « je gère ce ranch depuis 15 ans. Ici, le sous-sol est précisément l'endroit où nous stockons les articles que nous voulons garder au frais. Viande, lait, même les défunts. C'est peut-être comme ça qu'on fait en Finlande. » Les mineurs trouvent de la chaleur sous terre sans avoir besoin de faire du feu. Mais ce n'est pas la Finlande. Tanner a salué, bien que je vous souhaite bonne chance avec votre chambre souterraine. Une fois l'hiver venu, vous découvrirez la vie du Wyoming sur de tels concepts novateurs. Vaino a fait un signe de tête poli, puis a repris son travail. La terre, indifférente aux opinions du Wyoming, maintenait simplement sa chaleur constante. Elle restait patiente et inébranlable, attendant quelqu'un d'assez intelligent pour l'exploiter. Le souvenir de la dispute avec sa femme refit surface. Les objections d'Aino ont commencé dès que Vaino a révélé l'emplacement de son projet de fouille. Il l'avait emmené derrière l'emplacement futur de la cabane, sur une légère élévation où le sol était bien drainé et ferme, puis avait montré les piquets. Il a annoncé un rectangle de 8 par 10 pieds, juste ici, 8 pieds de profondeur, notre chambre. Aino a fixé son regard sur la terre marquée comme s'il avait fait une proposition scandaleuse. Ils dormiront dans une tombe ouverte sous terre, a-t-elle déclaré sans détour. Tu veux qu'on dorme dans un trou? C'est une chambre revêtue de bois, bien drainée, reliée à la cabane par un court tunnel, ce qui signifie que nous n'aurons jamais à sortir. Tout comme les créatures, comme les taupes, ou les blaireaux, ou les mineurs, comme mon père et mon grand-père, qui sont restés au chaud pendant des hivers qui auraient pu facilement tuer une personne. En surface, Aino avait accompagné Vaino à travers un océan et la moitié d'un continent. Elle avait enduré les conditions exiguës du navire, les trains bondés et l'incertitude inhérente à l'établissement d'une nouvelle vie. Dans un pays où elle parlait à peine la langue, dormir sous terre semblait une proposition complètement différente. C'était un abandon de l'humanité même qu'il s'était tant efforcé d'établir. « Nous sommes venus en Amérique pour nous élever », a-t-elle murmuré, « pas pour nous enfouir, pas pour nous terrer. » En une semaine, la nouvelle du plan inhabituel de Vaino parvint au ranch de William Tanner. L'éleveur l'a transmise à ses ouvriers, qui l'ont ensuite partagé avec les cow-boys des propriétés voisines, qui ont finalement porté l'histoire au magasin général de Buffalo. Là, les hommes se sont rassemblés autour du poêle à bois, échangeant nouvelles et potins. « Le Finlandais creuse une tombe derrière sa cabane », a rapporté un cow-boy. « Il dit qu'il va y dormir. Hein? Peut-être qu'il est au courant de quelque chose que nous ignorons. » Sur ces chances, une fois l'hiver arrivé, a plaisanté une autre personne. C'est un homme qui travaille sous terre en Finlande. Il croit probablement que le monde entier devrait habiter des terriers comme les rongeurs. Au début, le ridicule était bon enfant. Pourtant, à mesure que l'été avançait et que l'excavation de Vaino s'approfondissait, l'ambiance a viré à une véritable appréhension. Un éleveur nommé George Bellamy. Il est venu à cheval fin août pour inspecter la fosse lui-même. Il a trouvé Vaino à 8 pieds de profondeur, renforçant les murs avec du bois. Catola a appelé Bellamy d'en haut. « Comptez-vous y résider ou simplement visiter? Je dormirai ici, mais je vivrai dans la cabane au-dessus. » Et que se passe-t-il quand le dégel printanier arrive, quand l'eau souterraine remplit ce trou comme une citerne? Le site est sur un terrain élevé, avec une couche de gravier sous l'argile. L'eau s'écoulera, elle ne s'accumulera pas. C'est ce que vous prétendez,
a dit Bellamy, appuyé sur le pommeau de sa selle. J'ai vu des hommes tenter des innovations astucieuses dans ce territoire. Des moulins à vent qui ont été déchirés, des fossés d'irrigation qui ont gelé complètement. Les idées nouvelles ne durent pas les hivers du Wyoming, mon ami. Seules les méthodes éprouvées perdurent. C'est une méthode éprouvée, prouvée depuis des siècles en Finlande. La Finlande a des arbres, la Finlande a des montagnes pour bloquer le vent. Nous, cependant, n'avons que de l'herbe et le ciel, et un froid qui pourrait vous tuer juste en marchant entre la grange et la maison. Bellamy s'est redressé sur sa selle. Je ne vous dis pas comment utiliser votre terre, mais quand ce trou se remplira d'eau ou s'effondrera sur votre tête, n'attendez aucune sympathie. Ce dimanche-là, à la petite église luthérienne de Buffalo, ce qui se rapprochait le plus d'une congrégation finlandaise dans un rayon de 50 miles, le pasteur Lindgren a pris Vaino à part après le service. « Les hommes parlent de votre excavation », a fait remarquer le pasteur avec prudence. « Certains s'inquiètent du bien-être de votre famille. Ils devraient plutôt s'inquiéter de leur propre bois de chauffage. La moitié d'entre eux n'en auront pas assez coupé avant la première neige. » Peut-être, mais une chambre souterraine. Le pasteur Lindgren a choisi ces mots avec soin. Cela semble contre nature à certains, comme un abandon de la vie en surface que Dieu a voulu. Dieu a placé la chaleur dans la terre, a rétorqué Vaino. Une chaleur constante qui ne faiblit jamais, ne nécessite jamais de combustible, ne s'éteint jamais la nuit. L'utiliser n'est pas contre nature. Ouais. L'ignorer est un gaspillage. Le pasteur Lindgren l'a étudié un long moment. Je prierai pour que votre ingénierie soit à la hauteur de votre confiance. Priez pour ceux qui brûlent 10 cordes de bois par hiver, a répondu Vaino. Ils en ont plus besoin que moi. Et Vaino Katola, les connaissances que Vaino a acquises après des années de labeur dans les mines de cuivre finlandaises, les ingénieurs géothermiques modernes les quantifieraient plus tard avec précision. Cependant, les principes qu'il utilisait étaient reconnus par les travailleurs souterrains depuis des siècles. Longtemps avant que tout calcul mathématique ne révèle leurs secrets, le facteur crucial résidait dans la température du sol sous une profondeur spécifique, généralement comprise entre 6 et 10 pieds, influencée par le climat et la composition du sol. La Terre maintient constamment une température presque uniforme. Tout au long de l'année, elle reste totalement imperméable aux conditions atmosphériques en surface. Cette chaleur souterraine reflète fidèlement la température annuelle moyenne de l'air de la région, nivelant efficacement les fluctuations saisonnières. Pour le nord du Wyoming, cela se traduisait par environ 50 à 55 degrés Fahrenheit. Que la surface du sol soit brûlante sous le soleil intense de juillet ou recouverte par la neige profonde de janvier, la température souterraine restait constante. La physique sous-jacente était remarquablement simple. Le sol et la roche sont des conducteurs de chaleur inefficaces, ce qui signifie qu'ils absorbent et dissipent l'énergie thermique à un rythme très lent. Alors que le sol de surface réagit facilement aux variations de température quotidiennes et saisonnières, se réchauffant en été et gelant en hiver, ces ondes thermiques perdent de leur intensité à mesure qu'elles s'enfoncent. Même à 3 pieds de profondeur, on peut encore percevoir des fluctuations saisonnières. À 6 pieds, ces fluctuations sont considérablement atténuées. Descendez à 8 pieds et la température bouge à peine, agissant comme un réservoir thermique inébranlable. Protégé des changements tumultueux de la surface par la masse même de la Terre, les données dressaient un tableau clair, alors que les températures de surface du Wyoming pouvaient fluctuer de 140 degrés stupéfiants entre la chaleur maximale de l'été et le froid glacial de l'hiver. La température à 8 pieds sous la surface variait de moins de 10 degrés tout au long de l'année. En janvier, alors que l'air ambiant chutait à un glacial moins 40, le sol à la profondeur de sommeil choisi par Vaino maintiendrait fermement une température constante de 52 degrés. Bien que pas chaud selon les standards estivaux, c'était un remarquable 92 degrés plus chaud que l'air mortellement froid en surface.
Les corps humains, par leur nature même, produisent continuellement de la chaleur, générant environ 300 BTU par heure même au repos. Cette production augmente considérablement pendant l'activité. Une personne endormie rayonne continuellement de la chaleur dans son environnement immédiat, un peu comme un fourneau subtil et toujours allumé. Dans une chambre typique située au-dessus du sol, cette précieuse chaleur corporelle se dissipe facilement à travers les murs. Et ici, le sol et le plafond, disparaissant dans la nuit glaciale. L'individu endormi s'engage dans une lutte futile, sa chaleur intrinsèque étant implacablement pillée par le froid extérieur illimité. Pourtant, profondément sous terre, cette dynamique s'inversait complètement. La terre entourant la chambre de Vino était loin d'être froide. Elle affichait un stable 52 degrés. Cette température était en fait plus chaude que ce que le corps humain requiert typiquement pour un sommeil vraiment confortable. Plutôt que de soustraire de la chaleur aux personnes au repos, la Terre elle-même la fournirait généreusement. L'immense masse thermique enveloppant la chambre fonctionnait comme une unité de stockage d'énergie colossale. Elle contenait des milliards de BTU d'énergie thermique, accumulée au cours de millénaires innombrables, prête à n'en offrir qu'une infime fraction à quiconque serait assez astucieux pour chercher refuge en son sein. Le tunnel de connexion s'est avéré absolument essentiel à la conception globale. Vino a méticuleusement conçu un passage mesurant 3 pieds de large, 4 pieds de haut et 15 pieds de long. Ce lien crucial reliait la chambre souterraine directement à la pièce de vie principale de la cabane. Le tunnel remplissait plusieurs fonctions vitales. Premièrement, il offrait un accès pratique, éliminant le besoin pour les occupants de s'aventurer à l'extérieur. Deuxièmement, il facilitait le transfert d'eau de la chaleur résiduelle de la cabane vers la chambre tout au long de la journée. Enfin, il établissait une zone tampon thermique cruciale, où les températures passaient en douceur de l'environnement plus douillet de la cabane à la chaleur souterraine constante de la Terre. Une ventilation efficace de l'espace souterrain était également primordiale. Une chambre souterraine complètement scellée deviendrait inévitablement stagnante, accumulant du dioxyde de carbone et une humidité excessive. Pour contrer cela, Vino a conçu un tuyau de 6 pouces s'étendant du plafond de la chambre jusqu'à la surface, coiffé d'un capuchon protecteur pour bloquer la pluie et la neige. La différence de température inhérente entre la chambre à 52 degrés et l'air extérieur glacial générerait naturellement un courant d'air subtil et continu, aspirant efficacement l'air frais vers le bas à travers le tunnel depuis la cabane, tout en expulsant simultanément l'air vicié par le tuyau de ventilation. Ses voisins, cependant, ne percevaient qu'un simple trou grossier dans le sol, primitif, barbare, une régression à l'ascendance troglodyte. Vino, en contraste frappant, envisageait un système de couchage méticuleusement conçu pour maintenir des températures confortables uniquement en exploitant la masse thermique inhérente de la Terre. Cela signifiait pas de bois à couper, pas de feu à entretenir, et pas de réveil redouté à minuit pour éviter de geler. La planète elle-même avait préservé cette chaleur pendant d'innombrables millénaires. Endurante et absolument constante, Vino fut simplement le premier individu au Wyoming assez astucieux pour embrasser la générosité naturelle qu'elle offrait. L'excavation commença fin mai 1962, précisément lorsque le sol avait suffisamment dégelé pour la construction. Vino avait méticuleusement choisi l'emplacement, une légère élévation située à 30 pieds derrière l'emplacement prévu de la cabane, présentant un sol sableux bien drainé au-dessus d'une strate de gravier spécifiquement choisie pour empêcher toute accumulation d'eau. Il avait rigoureusement vérifié le drainage en creusant un trou pilote de 3 pieds et en observant ses performances lors de 2 importantes tempêtes de pluie. L'eau disparut rapidement, laissant la zone aride. Pendant le premier mois, il travailla seul, préférant s'occuper des tâches lui-même plutôt que d'employer d'autres personnes. Chaque aube, armé de sa pioche et de sa pelle, il descendait dans l'excavation grandissante, ameublissant la terre et la hissant à l'aide d'un simple système de cordes et de poulies. La couche superficielle était facile, 45 cm de terre fertile de prairie, nourrissant l'herbe depuis 10 millénaires.
En dessous, une argile tenace et compacte résistait à chaque coup de pioche, se brisant à contre-cœur en morceaux qui nécessitaient un levier puissant. À la mi-juin, la cavité avait atteint une profondeur de 4 pieds, marquant la moitié du chemin vers son objectif. Vano, la tête désormais sous la surface, pouvait percevoir le changement immédiat de température à l'intérieur de la fosse. L'atmosphère en dessous était nettement plus fraîche que l'air estival brûlant d'en haut, tranquille et silencieuse, à l'abri des vents incessants du Wyoming. À une profondeur de 5 pieds, le processus d'étaillement commença. Vano avait récupéré de solides poutres de pin d'une mine désaffectée à 30 km de là, du bois déjà testé et éprouvé sous terre. Il positionna des poteaux verticaux à chaque coin de l'excavation de 8 par 10 pieds, fixant ensuite des planches horizontales entre eux pour former des barrières en bois résistant à la force du sol. Pour chaque 2 pieds de profondeur supplémentaire, il installait une autre couche de support, construisant une enceinte en bois qui descendait avec lui. La profondeur finale fut atteinte fin juillet. 8 pieds sous l'étendue de la prairie. Vano se tenait au fond de son espace creusé, levant les yeux vers le ciel d'été, un rectangle lumineux au-dessus, et pressa sa main contre le sol en terre. C'était frais et constant, reflétant précisément ses souvenirs des mines finlandaises. Tout au long du mois d'août, la chambre se matérialisa progressivement. Il lissa le sol et installa des planches récupérées, formant une surface en bois conçue pour rester aride et impeccable. Les murs furent ensuite recouverts d'une seconde couche de bois, positionnée à 2 pouces de l'étaiement initial pour créer une poche d'air, améliorant l'isolation et protégeant l'intérieur de l'humidité. Le plafond représentait le composant primordial, de robustes poutres s'étendant sur toute la portée, recouvertes de planches, puis 60 cm de terre placés au-dessus pour finaliser la barrière thermique. La construction du tunnel exigeait des méthodes distinctes. Vano excava horizontalement depuis la chambre principale vers l'emplacement de la cabane, renforçant la structure au fur et à mesure de sa progression, façonnant un passage de 3 pieds de large et 4 pieds de haut. Le sol s'inclinait progressivement vers la cabane, garantissant que toute eau accumulée s'écoulerait vers un petit puisard qu'il avait préparé dans le coin de la chambre. Après 15 pieds de creusement méticuleux, il perça la cave à légumes de la cabane, une zone souterraine standard destinée à faire le lien entre l'habitation de surface et le sommeil sous terre. Le dernier ajout fut le conduit de ventilation, un tuyau métallique de 6 pouces s'étendant du plafond de la chambre, à travers le monticule de terre, pour émerger à l'air libre à 4 pieds au-dessus du sol. Un capuchon protecteur conçu avec un auvent empêchait la pluie d'entrer tout en permettant à l'air stagnant de s'échapper. Aino observa le processus de construction, ressentant un mélange d'appréhension et de respect à contre-cœur. Indépendamment de l'obsession qui animait son mari, il poursuivait son entreprise avec l'exactitude systématique de quelqu'un aguerri par des années de travail souterrain. Chaque pièce de bois était mesurée méticuleusement avant une seule coupe. Chaque connexion était sécurisée. Chaque élément remplissait une fonction spécifique. Le 3 septembre 1902, Vano entra pour la première fois dans ses quartiers de sommeil souterrains achevés. Le thermomètre, fixé au mur, affichait une température de 54 degrés. En surface, l'atmosphère de fin d'été mesurait 78 degrés. Sous terre, il faisait déjà nettement plus frais, et dans les 4 mois, ces 54 degrés constants seraient perçus comme une véritable bénédiction. Vers la fin octobre, la chambre de sommeil souterraine de Vano Kaetola était devenue le sujet central de discussion lors de tous les événements sociaux du comté de Johnson. Les cow-boys débattaient de son existence autour de leur feu de camp. Les propriétaires de ranch en discutaient au magasin local, tandis que les femmes en murmuraient d'après les services religieux, dirigeant des regards compatissants vers Aino. Elle répondait à leurs inquiétudes avec la résilience finlandaise qui la caractérisait. Le sentiment public était passé du simple amusement à une profonde appréhension. Il a construit une chambre funéraire et a l'intention d'y dormir, proclama un éleveur au magasin général de Buffalo, en se réchauffant les mains près du poêle à bois. Ce type est soit dérangé, soit il a l'intention de rendre sa femme veuve, spécula une autre personne, ajoutant « Toute la structure sera inondée pendant le dégel printanier ».
où elle s'effondrera sous le poids de la neige. Quoi qu'il en soit, ils l'excaveront s'il reste quelque chose à déterrer. Les étrangers introduisent souvent des concepts inconnus. Beaucoup d'entre eux ne survivent pas au premier hiver. William Tanner avait examiné la chambre achevée fin septembre, descendant le tunnel avec une lanterne tandis que Vaino l'attendait à la base. L'éleveur concéda que la structure était robuste. Du bois solide, des joints sécurisés et aucune indication d'infiltration d'eau. Pourtant, une construction solide n'équivalait pas nécessairement à un raisonnement sensé. C'est solidement construit, admit Tanner, levant la lanterne pour inspecter les poutres du plafond. Je vous l'accorde, cela durera sûrement plus longtemps que n'importe quelle autre cabane de ce comté. Peut-être, mais les cabanes sont équipées de poêles, elles ont du feu. Que se passe-t-il lorsque la chaleur de votre propre corps s'avère insuffisante, lorsque les températures chutent à 40 degrés en dessous de zéro, et cette excavation se transforme en congélateur? Le sol ne sait pas qu'il fait 40 en dessous. La terre maintient constamment 54 degrés. Vous répétez ce point. Tanner remonta le passage, époussetant son manteau. J'espère vraiment que votre évaluation est correcte, Kitola. Je l'espère sincèrement, pourtant j'ai vu cette terre vaincre des individus bien plus résistants que vous. Je comprends. Elle faisait face à ses propres fardeaux. Les femmes de la congrégation lui suggérèrent gentiment des hébergements alternatifs au cas où l'entreprise souterraine échouerait. Margaret Tanner, l'épouse de William, la prit à part après le service d'octobre. Vous êtes la bienvenue à notre ranch si les circonstances tournent mal, offrit doucement Margaret. Nous avons amplement d'espace. Aucune femme ne devrait souffrir du froid simplement parce que son mari a des idées étranges. Les concepts de mon mari ont préservé la vie de mineurs à travers des hivers qui auraient coûté la vie à des hommes à la surface. Eno répondit, sa prononciation distincte malgré son fort accent. J'ai foi en son expertise. Les conditions souterraines en Finlande diffèrent de celles du Wyoming. Pourtant, le sous-sol reste le sous-sol. Les propriétés fondamentales de la planète ne changent pas simplement en traversant un océan. Le premier gel sévère arriva le 2 novembre. Tervino entra dans la chambre ce soir-là et y resta seul toute la nuit, à titre expérimental, laissant Aino dans la cabane près du poêle. Il n'avait ni couverture, ni source de chaleur, seulement sa personne et les vêtements qu'il portait. La température ambiante à la surface chuta à 19 degrés pendant la nuit. À l'intérieur de la chambre, le thermomètre de Vaino affichait constamment 53 degrés. Il dormit sans interruption jusqu'à l'aube, sans avoir besoin d'entretenir des feux ou de frissonner pendant les heures les plus profondes de la nuit. À son retour à la surface, le givre ornait chaque brin d'herbe et son souffle se condensa immédiatement dans l'air glacial. Pourtant, à seulement 8 pieds sous terre, il avait eu suffisamment chaud pour dormir confortablement en manches de chemise. Il trouva Aino dans la cabane, où elle avait passé la nuit à alimenter le poêle toutes les 2 heures. La chambre fonctionne efficacement, l'informa-t-il. 53 degrés toute la nuit. J'ai dormi profondément sans interruption. Aino observa son visage, notant son apparence reposée et sereine, dépourvue de toute indication qu'il avait enduré une nuit glaciale. Elle regarda la pile de bois diminuer à côté du poêle, les cendres qu'elle devrait nettoyer, la routine perpétuelle d'abattage, de transport et d'allumage qui l'attendait pour encore 5 mois. « Montre-le-moi », murmura-t-elle doucement. Ce soir-là, ils descendirent ensemble. Aino posa sa paume contre le mur en bois, sentant une fraîcheur persistante qui, paradoxalement, lui semblait plus chaude que l'air de novembre au-dessus. « Il ne fait pas froid », concéda-t-elle. « Il ne fait ni vraiment froid, ni vraiment chaud. Il existe, c'est tout. » Depuis que Vaino avait dévoilé ses plans, Aino ne s'était pas permis d'espérer, vraiment. Janvier 1503 se leva avec une férocité que les anciens raconteraient pendant des générations. Un front arctique balaya le Canada le 8 janvier, faisant chuter les températures d'un 15 degrés relativement doux à un glacial -24 à minuit. Au matin du 9 janvier, le mercure était tombé encore plus bas, à -39. Puis, au matin du 10 janvier, le thermomètre à l'extérieur du ranch de William Tanner affichait un glacial -47 degrés, marquant la température la plus basse jamais enregistrée dans le comté de Johnson de mémoire d'homme. Le vent, incessant,
exacerba les conditions, avec des rafales de 30 miles par heure, poussant les ressentis thermiques à des niveaux qui rendaient la survie pratiquement impossible. La peau non protégée gelait en moins d'une minute. Tout bétail incapable de trouver refuge périssait debout dans les champs. La neige ne tombait pas simplement, elle agressait, soufflant horizontalement à travers la vaste prairie dégagée. Dans tout le comté, une lutte désespérée pour l'existence commença. William Tanner épuisa tout son stock de bois d'hiver en seulement 4 jours. Ses ouvriers agricoles travaillaient par équipe, transportant du combustible d'un stock d'urgence. Ils alimentaient continuellement le poêle du dortoir jour et nuit. Malgré leurs efforts, du givre apparaissait toujours sur les murs intérieurs, forçant les hommes à dormir avec leurs manteaux et leurs bottes. Ils étaient prêts à évacuer si le feu s'éteignait. George Bellamy pleura la perte de 2 chevaux, qui avaient gelé à mort dans un pâturage inévitable. Sa femme subit des engelures sur 3 doigts après s'être aventurée dehors pour atteindre le poulailler, un trajet de seulement 40 pieds qui faillit lui coûter la main. À son arrivée, elle trouva toutes les poules sans vie, gelées sur leur perchoir. Peterson, un colon vivant seul à 8 miles de Buffalo, épuisa sa réserve de bois de chauffage le 11 janvier. Il en vint à brûler ses meubles, puis ses planches de plancher, avant de tenter d'atteindre le ranch d'un voisin à pied. Tragiquement, il fut découvert 2 jours plus tard, gelé à mort à un demi-mile de la sécurité, sa lanterne toujours serrée dans sa main. À la ferme des Catolas, le 8 janvier se déroula comme n'importe quel jour d'hiver typique. Vaino et Aino passèrent les heures de jour dans la cabane au-dessus, où un petit feu maintenait des températures tolérables pour la cuisine et les tâches routinières. Alors que le crépuscule s'installait et que le froid s'intensifiait, ils descendirent par le tunnel jusqu'à leur habitation souterraine. Le thermomètre fixé au mur en bois affichait constamment 53 degrés, une lecture inchangée depuis l'automne, depuis novembre, et en fait, depuis chaque nuit qu'ils avaient passée sous terre. 8 pieds au-dessus d'eux, la température chutait vers moins 47. Pourtant, la terre enveloppant leur chambre conservait sa chaleur primordiale, totalement imperméable au froid mortel qui faisait rage au-dessus. Leur sommeil se déroulait sur un modeste cadre de lit fabriqué par Vaino. Des lattes de bois supportant un matelas de paille, recouverts de couvertures en laine Eda. Aucun feu ne crépitait, aucun poêle ne rayonnait de chaleur. Leur seule source de chaleur émanait de leur propre corps et de l'immense masse thermique de la terre qui les enveloppait complètement. Aino se réveilla une fois pendant la nuit, non pas à cause du froid, mais plutôt du silence profond et inhabituel. Il n'y avait pas de vent hurlant, pas de bois qui gémissait, pas de crépitement frénétique d'un feu luttant pour survivre, seulement une immobilité absolue et une chaleur réconfortante. À côté d'elle, seul le rythme régulier de la respiration de son mari pouvait être entendu. Loin au-dessus, des hommes succombaient, du bétail gelait et des familles incinéraient toutes leurs possessions dans une tentative désespérée de tenir 1 heure de plus. 8 pieds plus bas, les Catolas jouissaient d'un sommeil confortable à 53 degrés. La vague de froid intense persista pendant 6 jours. Chaque matin, Vaino montait à la surface pour évaluer les conditions. Son souffle se solidifiait instantanément et le givre cristallisait sur sa barbe en quelques secondes chaque matin. Il nota méticuleusement la température de surface dans son carnet. Moins 47, moins 43, moins 38, moins 41, moins 36, moins 29. 6 jours endurèrent le froid le plus brutal que le Wyoming ait connu en 2 décennies. 6 nuits furent passées à dormir sous terre. Pas une seule bûche ne fut consommée, pas un seul réveil nocturne ne se produisit, et pas un seul instant de désespoir frissonnant ne fut ressenti. Le 14 janvier, alors que le froid intense reculait enfin, Vaino sortit dans un paysage remodelé par l'endurance et les épreuves. Là, au bord de sa propriété, se tenait William Tanner, émitouflé dans tous les vêtements qu'il possédait, impatient de voir l'incroyable de ses propres yeux. William Tanner s'arrêta à l'entrée du tunnel de Vaino, son regard fixé sur l'ouverture sombre, comme si elle offrait un portail vers un royaume entièrement différent. En un sens, c'était le cas. « Vous avez dormi là-dedans », remarqua Tanner délibérément. À travers tout, par moins 47 degrés, chaque nuit,
et ma femme aussi, sans aucune source de chaleur. Aucun combustible n'a été consommé. Le sol lui-même n'a pas besoin de flammes. Il possède une chaleur intrinsèque. Tanner était arrivé, s'attendant à ce que les Catolinas grelottent dans leur cabane, presque gelées, accablées par le même froid brutal qui avait mis tout le comté à genoux. Pourtant, il découvrit Vano coupant calmement du bois, manifestement à des fins culinaires, plutôt que pour la simple survie. La pile de bois derrière l'habitation semblait presque intacte. « Montrez-moi » demanda Tanner. « Je dois en être témoin » insista-t-il. Ensemble, ils commencèrent leur descente, Tanner ouvrant la marche, éclairant leur chemin avec une lanterne. Vano suivait. Le tunnel, bien qu'étroit, était construit avec expertise, avec des murs en bois robustes et un sol sec et ferme. Après avoir parcouru 15 pieds de passage en pente douce, où l'air se réchauffait sensiblement à chaque pas, Tanner entra dans la chambre souterraine et s'arrêta. La zone s'avéra plus spacieuse que prévu, mesurant 8 par 10 pieds. Un plafond de 7 pieds permettait même à une personne de grande taille de se tenir confortablement, tandis qu'un lit modeste était placé contre un mur. En face, une table compacte et une paire de chaises étaient disposées. Près du point d'entrée, un thermomètre était fixé. Le rancher s'approcha du thermomètre, levant sa lanterne pour distinguer la lecture. « 53 degrés » murmura-t-il doucement. « Identique à la nuit dernière, identique au mois dernier, et ce sera la même chose le mois prochain » déclara-t-il. Tanner plaça ensuite sa main contre le mur en bois, puis contre le sol en terre exposé dans un coin où les planches se terminaient. C'était tempéré, pas froid, remarquablement stable et immuable. Honnêtement, avoua-t-il, il fait plus chaud ici que dans ma baraque de chantier, même avec le poêle fonctionnant à pleine capacité. Vano prit son carnet de la petite table, tournant aux entrées détaillant la récente vague de froid. 8 janvier, température de surface à minuit, moins 24, température de la chambre, 53 degrés. 9 janvier, surface, moins 39, chambre, 53. 10 janvier, surface, moins 47, chambre, 52. La température intérieure n'a chuté que d'1 degré lorsqu'il faisait moins 47 dehors. L'air glacial descend progressivement, avec une extrême lenteur. Au moment où il parvient à pénétrer à 8 pieds de profondeur, l'hiver est terminé et la chaleur de l'été remonte déjà à la surface. La température à cette profondeur spécifique ne varie que de quelques degrés tout au long de l'année. Tanner accepta le carnet, feuilletant ses pages méticuleusement documentées. Les températures de surface présentaient des variations extrêmes. 90 degrés en août, chutant à moins 47 en janvier. En contraste frappant, les températures de la chambre sont restées remarquablement constantes, confinées à une fourchette étroite entre 50 et 1 et 55 degrés. Malgré les conditions en surface, vous n'avez pas utilisé de bois de chauffage la nuit pendant tout cet hiver, n'est-ce pas? Nous brûlons du bois dans la cabane pendant la journée pour préparer les repas et pour le confort général. Cependant, la nuit, nous nous reposons dans l'espace souterrain où aucun chauffage n'est nécessaire. Mon équipe a consommé 8 cordes de bois en seulement 6 jours, luttant pour maintenir une température habitable dans la baraque de chantier. 8 stères de bois, pourtant ils grelottaient encore dans leurs manteaux. Autant de bois, suffisant pour un mois de travail pour un homme, avait disparu en moins de 7 jours. Tanner ferma le carnet et le rendit. Il examina la chambre une fois de plus. La modeste zone de couchage, la chaleur constante, le silence profond provenant du fait d'être encastré dans la terre, à l'abri du vent. « Je t'ai traité de fou », finit-il par déclarer. « J'ai dit à tout le monde que tu creusais ta propre tombe. Tu n'as pas réussi à le comprendre. Comment aurais-tu pu? Tu n'avais jamais vu son fonctionnement de tes propres yeux. J'ai vu des gens périr dans cette région pour s'être fiés à de nouvelles idées plutôt qu'à des pratiques établies. » Tanner croisa le regard de Vane. Cependant, cela fonctionne. La preuve est clairement visible sur ce thermomètre même. La preuve réside dans la terre depuis des millénaires.
J'ai simplement creusé assez profondément pour la découvrir. Tanner lui tendit la main. Seriez-vous prêt à m'enseigner comment en construire un? Van la serra résolument. Une fois que le sol s'adoucit, l'excavation devient plus simple au printemps. Après William Tanner, le premier visiteur fut George Bellamy, l'éleveur qui avait mis en garde Vaino contre les déluges printaniers et les éboulements. Il apparut le 16 janvier, 2 jours après la fin de la vague de froid. Avec des bandages ornant encore les doigts gelés de sa femme et toujours en deuil de ses chevaux décédés, Bellamy déclara brusquement « Je dois en être témoin. » Tanner affirme que vous êtes resté endormi pendant tout l'événement à 53 degrés. Vaino le guida silencieusement en bas. Bellamy resta dans la chambre pendant 20 minutes, touchant les murs de ses mains et examinant la structure. Après avoir examiné le relevé de température, alors qu'il réapparaissait, son attitude était passée du doute à une anticipation presque impatiente. Ma femme a failli perdre sa main juste en traversant 40 pieds jusqu'au poulailler, murmura-t-il. Vous êtes resté confortablement au chaud sans lever le petit doigt. Le sol a fait tout le travail. J'ai simplement creusé l'ouverture. À la fin de janvier, Vaino avait accueilli 14 invités dans sa demeure souterraine. Des éleveurs de bétail, des cow-boys, des colons et même le pasteur Lindgren. Désireux d'absorber toute la sagesse de Vaino, il précisa que le choix de l'emplacement était primordial, alors qu'il les guidait à travers ces terres. Un terrain élevé, un drainage efficace et une terre sablonneuse sur du gravier, si possible. L'argile retient l'humidité, sinon vous vous réveillerez dans une flaque d'eau. Pendant 3 jours, il les instruisit sur le choix du bois, les méthodes de renforcement et les calculs précis de profondeur. Il démontra comment évaluer le drainage à l'aide de forages exploratoires. Il illustra comment incliner la base du tunnel pour éviter l'accumulation d'eau et comment orienter le conduit de ventilation pour un flux d'air optimal. Vous divulguez toute mon expertise sans laisser entrer la pluie ou la neige, fit remarquer quelqu'un un soir plus tard. Un autre groupe venait de partir, emportant de nombreux schémas. L'information confinée à un seul individu périt avec cette personne. Le savoir diffusé sauve des vies. La première nouvelle chambre fut excavée au Ranch Tanner en avril. Les propres mains de William effectuèrent le creusement. Pendant ce temps, Vaino supervisait le processus, vérifiant les profondeurs, le drainage et le support structurel à chaque phase. Vers la fin de mai, la chambre fut achevée, un peu plus compacte que celle de Vaino, mais construite selon des principes identiques. Nous ne pourrons pas vérifier son efficacité avant l'hiver prochain, concéda Tanner à l'intérieur de son nouvel espace souterrain. Cela fonctionnera, la terre reste inébranlable. George Bellamy a commencé son projet de creusement en mai, employant des travailleurs supplémentaires pour accélérer l'excavation. Larson, un colon qui avait perdu 2 orteils à cause des engelures pendant la vague de froid intense, a commencé sa propre pièce souterraine en juin. Alors que l'été touchait à sa fin, 5 chambres souterraines étaient en construction dans tout le comté de Johnson. En août, le journal de Buffalo a publié un article détaillant la technique finlandaise pour supporter l'hiver. Le courrier affluait du Montana, des Dakotas et même du lointain Minnesota, de la part d'agriculteurs et d'éleveurs cherchant toute option viable pour échapper à la routine incessante de coupe et de brûlage qui dominait leur saison froide. Vaino a répondu à chaque demande. Il a méticuleusement dessiné des schémas, élucidé les principes sous-jacents et décrit le processus de construction avec précision. Il n'a facturé aucun frais. Il a même refusé les offres de remboursement des frais de port. En Finlande, a-t-il informé Ino, les mineurs s'instruisaient mutuellement. Une telle sagesse a soutenu des vies pendant d'innombrables générations. Si je la commercialisais, seuls les riches survivraient, mais si je la partage librement, chacun a une chance. L'hiver suivant s'est avéré moins rigoureux, atteignant un minimum de seulement moins 28 degrés. Pourtant, les pièces souterraines nouvellement construites ont fonctionné précisément comme Vaino l'avait garanti. William Tanner a passé les nuits de janvier à dormir sans avoir besoin d'allumer une seule bûche. L'épouse de George Bellamy, dont les doigts portaient des cicatrices persistantes.
des engelures de l'année précédente, se retiraient chaque nuit dans l'étreinte chaleureuse de la terre et se réveillait chaque aube, rafraîchi et revitalisé. L'individu qui avait autrefois préparé son propre lieu de sépulture avait maintenant montré à sa communauté comment atteindre un confort similaire. Et leur sommeil n'avait jamais été aussi profond. Vino Cettola a passé 34 années supplémentaires sur sa propriété du comté de Johnson. Il est décédé en 1937, entouré de sa progéniture et de ses descendants qui avaient grandi, en se retirant dans la terre chaque soir d'hiver, aussi instinctivement que d'autres foyers montaient dans des lits conventionnels. La première habitation souterraine lui a survécu. Son petit-fils a continué à l'utiliser jusqu'en 1962. L'année où les lignes électriques rurales ont enfin apporté une chaleur fiable à la propriété isolée du Wyoming. Même après cela, la chambre a persisté, servant de sanctuaire frais pendant l'été et de refuge d'urgence qui a constamment rempli son rôle. L'hiver de 1903 est resté la référence, à laquelle chaque hiver suivant du Wyoming était jugé. Les vétérans de la région demandaient « Est-ce comparable à 1903 ?» Et la réponse était presque invariablement négative. Néanmoins, même les hivers plus doux continuaient de coûter la vie à des animaux et d'épuiser les familles qui luttaient contre le froid armées uniquement de bois et de désespoir. Chaque aube glaciale rappelait le potentiel que Vanu avait démontré. En 1910, les chambres souterraines s'étaient étendues au-delà du comté de Johnson, atteignant les comtés adjacents de Sheridan, Campbell et Washakie. Les publications axées sur l'agriculture présentaient des articles concernant les abris protégés par la terre pour dormir et l'approche finlandaise pour survivre à l'hiver. En 1912, l'extension agricole de l'État du Wyoming a invité Vanu à présenter lors de leur conférence annuelle. Le nouveau venu, auparavant ridiculisé pour avoir creusé son propre lieu de sépulture, s'adressait maintenant à une assemblée de 200 éleveurs, désireux d'obtenir des informations capables de révolutionner leur saison froide. « Le sol ne garde aucun souvenir de l'hiver, » déclara Vanu. « À 8 pieds sous la surface, il fait perpétuellement comme en automne. Le froid d'en haut est éphémère, la chaleur d'en bas perdure. » Après la construction de sa pièce souterraine, William Tanner n'a plus jamais subi de perte de bétail dues au froid. Ses ouvriers agricoles, qui devaient auparavant se lever toutes les 2 heures pour s'occuper du poêle du dortoir, ont maintenant profité d'un sommeil ininterrompu dans la chaleur isolante de la terre et ont commencé leur travail du lendemain en se sentant rafraîchis plutôt que fatigués. La lignée Tanner résiderait dans le comté de Johnson pendant 3 générations successives, et chaque propriété qu'ils développaient intégrait une zone de couchage souterraine, aussi fondamentale qu'un puits d'eau ou une grange de stockage. Ce concept fondamental, Vanu l'avait saisi. L'utilisation de la température stable de la Terre comme sanctuaire thermique est maintenant évidente dans les conceptions architecturales enterrées à l'échelle mondiale. Les résidences contemporaines en terre, les complexes résidentiels souterrains et même les refuges de survie d'urgence proviennent tous des mêmes principes physiques qui ont assuré la chaleur des Catolas malgré des températures chutant à moins 47 degrés. Bien que les calculs aient été perfectionnés et les méthodes de construction mises à jour avec du béton et des barrières résistantes à l'humidité, la compréhension fondamentale persiste. Sous une profondeur spécifique, le sol maintient une température imperméable aux conditions atmosphériques externes. Vanu, comme les mineurs finlandais et d'innombrables habitants souterrains à travers les siècles, avaient compris une vérité fondamentale. Affronter la nature épuise ceux qui s'y essaient, tandis que travailler en harmonie avec elle procure de riches récompenses. Ses voisins combattaient férocement l'hiver, maniant des haches et déployant de grands efforts, abattant des arbres, fendant des bûches et endurant des nuits glaciales pour entretenir des feux qui, au final, ne pouvaient pas l'emporter. Vanu, lui, avait complètement abandonné cette lutte, choisissant plutôt de laisser la terre lui offrir son refuge. Chaque nuit, il descendait dans une chaleur qui avait perduré pendant des millions d'années et qui était destinée à durer des millions d'années encore. Cette précieuse leçon, il s'avère,
s'applique bien au-delà des confins des chambres souterraines. Chaque problème présente deux voies, l'une de force brute, consommant des ressources illimitées, et l'autre d'une élégante simplicité, tirant parti des forces inhérentes. Alors que les voisins de Vanu considéraient la terre comme un sol froid et stérile à peine tolérable, Vanu l'apercevait comme un vaste réservoir thermique, offrant de la chaleur sans coût à quiconque était prêt à creuser. J'ai vécu 6 ans de plus que Vanu. Elle a passé ses derniers hivers à poursuivre sa routine, descendant le même tunnel qu'ils utilisaient depuis 3 décennies et dormant dans cette chambre familière. Toujours enveloppée par la chaleur constante de la terre, sa fille a trouvé plus tard une note glissée dans la Bible familiale après le décès de Vanu. Dans l'écriture finlandaise méticuleuse d'Ino, la note indiquait qu'il creusait une chambre. Moi, cependant, j'avais affirmé qu'il creusait une tombe. Finalement, nous avons tous deux eu raison. Il a enterré nos peurs hivernales dans ce même trou, nous permettant de dormir paisiblement au-dessus. Remarquablement, la chambre perdure à ce jour, protégée par une société historique. Le thermomètre mural indique immuablement 53 degrés, une lecture constante et inébranlable, attendant patiemment quiconque a la sagesse d'en chercher les profondeurs.